d'existence, j'étais plutôt sceptique a priori, puisque je me posais les droits de quelqu'un, c'est toujours une obligation d'un autre, hein, dans les rapports sociaux. Hein. De même, or, quand ça devient un droit universel, c'est les droits de tous deviennent les obligations de tous. Et donc, c'est bien un problème de pure redistribution et de redistribution et aussi de réciprocité, puisque la réciprocité permet que ceux qui doivent à un moment vont être obligés eux-mêmes de financer, etc. Donc ça, c'était déjà cette idée qui faisait que je n'étais pas parti entièrement d'une réflexion sur le revenu minimum d'existence qui me paraissait devoir avoir une contrepartie quelque part, hein, et pas remise à perpète les oies et sans garantie, etc. Donc voilà. Et donc, un second point, c'est qu'il me semble qu'on ne peut pas, le revenu minimum d'existence, ce n'est pas une fin en soi, hein, c'est au contraire un scotch sur un problème d'une société à un état, à un moment donné, un bout de sparadrap, un pansement sur un bout de sparadrap. Ce n'est pas une fin en elle-même. Et donc, je pense qu'il faut le resituer en même temps par rapport à l'emploi, et tout de suite, je passe donc à la réduction du temps de travail, d'un côté. D'un autre côté, il faut aussi le situer par rapport à un des gros problèmes actuels du politique, à savoir que, en le reliant par exemple à la question écologique, on sait que les systèmes de démocratie représentative ne peuvent pas, si on prend le livre de Dominique Bourg là-dessus, ne peuvent pas aboutir à une vraie prise en compte de la question écologique. Et donc, les deux points auxquels il faut partir, moi j'étais parti, c'est l'emploi, réduction du temps de travail, et de l'autre côté, développer la démocratie participative. Et comment on peut le faire? Eh bien, en rejoignant les deux à travers un dispositif qui est aussi la fiscalité. On voit très bien que le revenu minimum d'existence ou ça, c'est un dispositif fiscal de redistribution, puisque ce qui va être donné aux uns, ce n'est pas un état permanent, puisque ça permet aux gens de travailler, et ensuite ils vont être ceux qui vont participer à repayer pour ceux qui vont être les nouveaux. Et donc on est bien dans un système de sécurité sociale, réciprocitaire et redistributif à la fois. Et donc là, l'idée, première idée, donc, troisième petite idée pour dire, les salariés passent 30 ou 40% de leur temps à se vendre sur le marché du travail pour payer des impôts en monnaie qui vont aller financer des fonctionnaires et des hommes politiques qui, eux, vont être des professionnels et pour faire des tâches dont une grande partie pourrait être faite par les salariés eux-mêmes et donc développer leur activité, une activité, on pourrait dire travail, mais un travail dans la sphère de consommation, un travail dans la sphère politique, c'est-à-dire production de services publics, etc., etc., activité de délibération, de participation, etc. Et donc, le problème, c'est de savoir comment on va redistribuer le temps qui est, pour une grande partie de la société, monopolisé par l'activité marchande, etc., et le redistribuer de façon à pouvoir permettre que les gens aient de l'activité politique, participent à la production des services publics qui ne sont jamais que des activités domestiques socialisées, complètes, hein, et aussi, voilà. Et donc, redistribuer ce temps entre le domestique, le politique, l'économique, etc. Pour cela, il faut donc, si on réduit le temps de travail, je dis, réduire le temps de travail, ce n'est pas seulement pour partager le travail, c'est un élément, mais il faut aussi prévoir une partie de la réduction du temps de travail pour développer l'activité politique des citoyens. Et pour, alors, un troisième, moi, bon, ce vase communicant, et donc l'idée, on arrivait finalement à une notion de payer son impôt en nature. On réduit, on peut, premier élément, donc on réduit son activité marchande, son temps de travail dans la sphère marchande, mais on réduit le temps de travail par en haut, comme on a fait, hein, comme ça a été fait. Et à ce moment-là, mais la contrepartie de cette réduction de temps de travail, on va, pour ne pas poser de problème économique à la sphère marchande, eh bien ça va se faire par une réduction de la fiscalité. Hein, et pour garder l'équilibre, et donc par une réduction des dépenses publiques correspondantes financées par cette part de fiscalité qui va être réduite. Et donc, mais pour compenser cette baisse
de l'offre donc de dépenses publiques qui correspondent beaucoup à des salaires pour des services, eh bien, on transfuse du temps de travail de la sphère marchande par tout le monde et on mobilise l'activité des citoyens pour à la fois faire la politique et en même temps faire la production de services, etc. Participer, etc. Dans des schémas de coproduction, éventuellement, etc. Et donc, il faut valoriser. Le problème était, donc, le service civil, en gros, hein, d'une certaine manière, mais je dirais plutôt civique, au sens où il y a à la fois une activité, c'est pas le travail forcé à l'ancienne, c'est civique dans la mesure où il y a aussi une partie importante du temps qui va être reconnue à tout le monde comme étant un temps de prise de délibération, participation politique, etc. etc. Voilà. Et alors, sur la base de ce schéma, après, suis arrivé, tous ces mouvements. Là, il y a des mouvements sociaux, peut-être pas pour défendre le RMI, mais il y a des mouvements sociaux au niveau des monnaies sociales complémentaires et ce qu'on appelle des banques de temps. Alors, les banques de temps, c'est un peu le plus intéressant de ces nouvelles institutions, en fait, qui sont créées par le bas, par la société civile. Les banques de temps, c'est finalement une association qui se crée et on échange des heures de service les uns contre les autres. Alors ça, c'est très simple, et ça fait une monnaie, puisqu'il y a une unité de compte, c'est l'heure de temps ou la minute de temps, et à ce moment-là, et là, vous échangez. C'est un très beau modèle démocratique, puisque là, pourquoi c'est démocratique? Un microcosme démocratique, c'est parce que l'heure de temps, quelle que soit votre qualification, quel que soit le type de travail que vous allez faire, elle sera évaluée 1 heure égale 1 heure, 1 minute égale 1 minute. Et donc, il y a une récusation de la hiérarchie de valeur du travail dans la sphère marchande et capitaliste. Dans cette sphère-là, dans ces banques de temps, il y a égalité démocratique entre les hommes. Un humain égale un humain. Donc une journée d'humain égale une journée d'humain, etc., etc. On peut le décliner comme ça. Et donc là, on a un microcosme démocratique intéressant. Et on a une émission de monnaie. Donc l'idée, c'est que ce travail que qu'on va sortir, ce temps de travail, qu'on va sortir de la sphère marchande pour la transférer dans la sphère politique, hein, et par des réductions d'impôts, il faut que l'on établisse une équivalence de valeur entre la réduction d'impôts qu'on va faire et le nombre d'heures qu'on va demander aux gens à mobiliser dans la sphère politique sous forme de participation au service. Et les banques de temps font ça. Et donc l'idée, c'est que l'État, le trésor public, devienne une banque nationale de temps qui va valoriser à travers une monnaie de temps l'activité citoyenne des gens. Reconnaître l'activité citoyenne. Alors ça aussi, ça existe déjà, hein, parce qu'en Finlande, dans beaucoup d'endroits, il a été testé, on rémunère les bénévoles avec une monnaie, hein, on rémunère les bénévoles qui participent aux décisions, à la planification, à la projection, etc., des politiques publiques, et on le fait pour que les bénévoles continuent à le faire, parce que sinon, quand ils se dévouent et qu'il n'y a pas de rémunération, ils sont obligés d'arrêter, et voilà. Donc c'est pour reconnaître ce travail, mais sur la base d'un système de valeurs du travail radicalement différent de celui dans la sphère marchande. Hein. C'est un travail de redistribution réciprocitaire, en fait, de production, hein, de production aussi de services, mais non valorisés selon les principes de la sphère marchande. Et donc, alors, comment ça pourrait fonctionner? Eh bien, vous avez une partie de ce travail, de ce transfert serait obligatoire, comme on a fait réduction obligatoire du temps de travail. Hein. On s'est édicté le travail 30 heures, on passe à 30 heures, etc. Alors 5 heures, on en fait 2, et une partie de ces heures sont compensées par une réduction donc, de l'impôt sur les entreprises, etc., sur le travail, et en même temps par une réduction des dépenses publiques compensée. Et donc compensée par une production de services, etc. Ou bien comme là, ça s'appliquerait aussi pour les fonctionnaires, on leur réduirait leur temps de travail, donc ça dégagerait du travail aussi dans la fonction publique, etc. Et donc cet impôt, et là on passerait, comme a dit Jean-Baptiste tout à l'heure, d'une relation donc entre 3 pôles, entre le fait que le travailleur doit aller dans l'heure de marchand pour ensuite payer ses impôts dans l'ordre politique, à une relation directe entre
l'État, le politique et le citoyen, dans cette relation de reconnaissance de son activité politique directe à travers cette monnaie temps, monnaie fiscale temps, etc., qui reconnaît. Alors, dans la transition, pour passer d'un ordre à l'autre, pour transférer ce temps dans le temps, hein, donner une dynamique, il faut prévoir progressivement une réduction donc ce temps compensé, et donc il faut un taux de change de l'heure de travail politico-administratif dans le salaire marchand, enfin dans la monnaie qui sert au salaire. Et là c'est très important le taux qu'on mettra, parce qu'il va avoir évidemment des effets redistributifs très importants, puisque si on prend le temps, on prend au salaire moyen par exemple, on dit une heure, l'heure activité politique, ça va être l'heure du salaire moyen dans l'ordre marchand. Et si on prend le salaire médian, ça va changer différemment. Mais rien que de prendre un taux unique, quel que soit le revenu des citoyens dans la sphère marchande, qui vont être obligés de transférer dans le politique, mais moyennant un autre ordre de valeur, eh bien, ça fait des redistributions, puisque celui qui est en dessous du salaire moyen, il va gagner par le changement, puisqu'on va valoriser son heure de façon supérieure. Celui qui est au-dessus, il va perdre, puisqu'il va être obligé d'affecter une heure où il était très bien payé à une heure où il va être payé au salaire moyen, etc. Voyez. Alors, un autre aspect intéressant comptable, j'arrête, c'est que après, si on valorise par cette monnaie temps, hein, socialisée, bon, ça a plein de conséquences, on peut voir après, on peut aménager ça de façon écologique, de tout, plein d'aspects. Eh bien, ce qui est... Zut, j'ai perdu, j'ai fait une... Bon, et quand... c'était quoi l'idée, là? Donc, quand tu... Bon... quand je transfère, voilà, cet effet de redistribution, il va... Et ensuite, après... oui, alors, le dernier élément, c'est que ça, j'ai pris des salariés. On transfère de travail. Pour ceux qui, pour passer au revenu universel, justement, pour ceux qui ne sont pas sur le marché du travail, qui, eux, ça va être bénéfice net, puisqu'ils ne payaient pas d'impôts auparavant, hein, et donc, ils reçoivent, eux, la monnaie temps, et comme elle a un taux de change, ils peuvent, eux, la faire valoir dans la sphère marchande. Hein. Et donc, et les riches, entre guillemets, qui préfèrent ne pas payer en activité réelle leur impôt, et puisque ça leur fait perdre la différence entre leur salaire et le salaire moyen, ils vont racheter cette monnaie à ceux qui en ont en trop, ou qui peuvent l'utiliser dans la sphère marchande. Et donc là, on a une boucle assez vertueuse, et donc là, il y a un nouveau circuit, c'est-à-dire qu'on a deux monnaies dans la société. Hein, on a deux monnaies qui se... Non, mais ça marche, hein, ça a été expérimenté à des petites échelles, etc. Et donc, vous voyez bien le fait que la monnaie, on a des systèmes de valeurs différents pour valoriser l'activité, mais en même temps, on a la médiation par la monnaie, par un système monétaire qui permet de passer d'une sphère à l'autre, etc. Et donc, et là, au résultat, pour ces gens, tous ceux qui n'avaient pas de revenus avant et qui maintenant ont une activité politique comme les autres, alors c'est quoi? Robespierre serait très content. Tout le monde est obligé de payer l'impôt, mais en activité. Et on lui valorise, donc c'est une activité qui va être valorisée. Et là, j'ai mon revenu d'existence, de base, qui est là. Quoi. On a la place pour... Et on retombe sur tes calculs, en fait, d'une certaine manière, puisque, évidemment, que avec tous ces effets redistributifs, je retrouve ce revenu minimum d'existence. Mais à travers une monnaie différente. Et là, je retombe sur le libéralisme révolutionnaire des néo-proudhoniens d'ordre nouveau dans les années 30, où ils avaient ce système. Arnaud Dandieu, dans La Révolution nécessaire, et nous mettre en place un système de service civil avec un revenu minimum d'existence qui est la contrepartie de cela.
Seulement, bon, sur le modèle de Landrieu, on pourrait critiquer, parce qu'eux, ils sont contre le salariat, donc il s'agirait de dissoudre le salariat. Mais bon, j'arrête là parce que j'ai déjà tout son. Merci Bruno.